tout le monde. Peut-être dans un premier temps, je voudrais vous remercier parce que c'est toujours un plaisir pour Greenpeace de venir rencontrer des syndiqués, des travailleurs, des travailleuses. On est une organisation que vous connaissez probablement de nom, soit pour nos coups d'éclat, monter sur le stade olympique ou bloquer des projets, ou même parfois dans les confrontations avec des entreprises. Et de par notre manière de faire, de par notre indépendance surtout, parce qu'on est une organisation 100% indépendante, ce qui veut dire qu'on n'accepte pas d'argent des entreprises, des gouvernements, des partis politiques, ce qui fait qu'on a un rôle unique et on prend position qui, dans le passé, nous a mené même en confrontation avec plusieurs entreprises, parfois même des employés qui ont été pris entre l'arbre et l'écorce ou en otage par les entreprises. Mais sachez qu'on travaille depuis de nombreuses années aussi, entre autres avec les syndicats, pour faire en sorte que ce virage-là, on le fasse ensemble dans la lutte contre les changements climatiques. Et ne vous fiez pas à des résolus de ce monde qui sont en train encore de nous poursuivre avec une poursuite abusive ou une SLAP, parce qu'on est des gens très parlables et ça me fera plaisir, suite à la conférence, de vous parler. Mais cette invitation-là, pour nous, elle est très importante. On parle à tout le monde, à tous les partis politiques et surtout, on veut travailler avec tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter peut-être un petit portrait des changements climatiques. Je suis certain que vous connaissez déjà la base, mais je vais vous rappeler un peu peut-être la science la plus récente, parce que malgré le fait qu'on est une organisation qui fait beaucoup dans la mobilisation, également, une de nos particularités, c'est la désobéissance civile non violente, parce qu'on pense que ça en prend parfois pour faire des changements de société, surtout des changements de l'ordre qu'on doit faire dans la lutte contre les changements climatiques. Mais au-delà de ça, on travaille aussi sur une base de science. Donc, nos positions, que certains veulent faire croire qu'on est des extrémistes ou des radicaux, vous allez voir que c'est la science qui est rendue radicale d'un point de vue changement climatique et que le virage devrait être drastique. Au-delà de ça, je vais rentrer dans les solutions après, parce que je pense qu'il faut garder, si vous avez un message à garder de cette conférence-là, c'est que c'est encore possible de faire ce virage-là, et même on a tout à gagner à le faire. Les solutions, elles existent, et ce qui manque essentiellement, c'est la volonté politique actuellement. Donc, le changement climatique, c'est relativement simple. La cause de base, utilisation des hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon. Depuis l'industrialisation, on en brûle de plus en plus. Donc, on a une augmentation massive des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Vous voyez ici, c'est depuis essentiellement l'industrialisation, avec les dernières années, des années records en termes d'émissions de CO2 planétaires. Et plus on émet du CO2, évidemment, plus la concentration de CO2 dans l'atmosphère, elle augmente. Vous voyez sur ce graphique-là, c'est depuis 800 000 ans. Il y a une augmentation dans les dernières années qui est énorme, une augmentation rapide qu'on n'a pas vue depuis essentiellement toute l'histoire de l'humanité. Et vous voyez, ça, c'est sur les 300 dernières années. Cette augmentation-là, elle existe depuis environ 50 ans au niveau international. Et là, on arrive à un point où la concentration de CO2 dans l'atmosphère, elle est à un niveau qu'on n'a jamais vu depuis 3 à 5 millions d'années. Et ça, c'est essentiellement en raison de l'utilisation du pétrole, du gaz et du charbon. 3 à 5 millions d'années, à cette époque-là, le niveau de la mer était 10 à 20 mètres plus élevé. Donc, vous voyez l'ampleur des changements qui pourraient se produire si on ne fait pas ce virage rapide. Et tout dernièrement, ça c'est cette semaine, on est rendu à un niveau record de plus de 400, même 415 parties par million dans l'atmosphère. Et vous voyez, ça augmente d'année en année depuis les dernières années. Et plus la concentration de CO2 elle est élevée dans l'atmosphère, clairement, plus on a un réchauffement au niveau planétaire, plus l'effet de gaz à effet de serre est fort, ce qui fait en sorte que les 5 dernières années sont les années les plus chaudes. La dernière décennie est clairement la décennie la plus chaude. Et on risque d'avoir, encore une fois, en 2019, une année record en termes de température au niveau international. Évidemment, on parle de température moyenne. Donc, c'est au niveau mondial. Vous avez certains endroits où, sur la carte, plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus c'est bleu, plus c'est froid. Donc, certains endroits où ça se refroidit. Mais au niveau global, c'est clairement un réchauffement. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Quand on regarde au Canada, on voit aussi qu'il y a des différences même à l'intérieur du pays, avec une particularité qu'on est au nord. Donc, au nord, il y a un couvert de neige, de glace, qui est de moins en moins grand, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de rayons de soleil qui sont réfléchis dans l'atmosphère. Et donc, la chaleur est plus captée par le sol. On a moins de réflexion du soleil, plus captée par le sol.
les rayons du soleil, plus captés par l'océan aussi, en raison de la fonte de l'Arctique. 2 fois plus vite, le Canada se réchauffe en moyenne que la planète. Au nord, dans l'Arctique, c'est 3 fois plus vite en moyenne que la planète. Donc, clairement, on est déjà affecté en termes de réchauffement et plus rapidement en moyenne qu'un peu partout au niveau planétaire. Vous l'avez vu récemment au Québec, encore une fois avec les récentes inondations, ça se passe partout sur la planète. Il y a une augmentation des événements extrêmes. On parle d'environ 3 fois plus dans les 30 dernières années au niveau des sécheresses, des inondations et des tempêtes. Ici, au Québec, on se souvient l'année passée, on a parlé, ça c'est le rapport qui est sorti hier ou avant-hier, c'est 66 morts à Montréal en raison de la canicule. Il y a eu 8 périodes de canicule l'été passé, dont une meurtrière. À ça s'ajoutent tous les gens qui sont affectés, évidemment, qui sont hospitalisés, qui ont des problèmes, en particulier les gens les plus vulnérables, les personnes âgées, les enfants, les gens qui souffrent déjà de problèmes cardiovasculaires. Donc, on est déjà dans une époque où on vit des impacts des changements climatiques. Et si on ne fait rien, ça va être augmenté. La science, elle est très claire là-dessus. Et ça, c'est partout sur la planète. Évidemment, les récentes inondations, on en a eu cette année, on en a eu il y a 2 ans, on le voit de plus en plus. À ça se rajoute aussi l'érosion côtière qu'on connaît bien sur la Côte-Nord, en Gaspésie également, avec les impacts pour les infrastructures, avec également des impacts évidemment pour les résidences, avec des impacts pour les routes, entre autres au niveau des îles de la Madeleine. Donc, on n'est pas dans du futur, on est dans une réalité qui est déjà là. On a déjà des signes probants qu'on vit déjà des changements climatiques. Face à ça, les pays en 2015 se sont réunis à Paris pour signer l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est quoi? C'est le premier accord international où toutes les nations se sont mis ensemble et ont dit on va prendre des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Avant ça, c'était juste les pays développés. Les pays en développement, la Chine, l'Inde, n'avaient pas d'objectifs. À Paris, tout le monde s'est dit OK, on se dote d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre et on a un objectif global de limiter le réchauffement planétaire nettement sous les 2 degrés Celsius et d'essayer de le limiter le plus possible à 1,5 degrés Celsius. Je vous parlais tantôt du réchauffement. On est déjà, depuis l'industrialisation, avec un réchauffement d'1 degré Celsius. Donc, avec 1 degré Celsius, on voit l'augmentation des événements extrêmes. Et là, la science nous dit, et c'est ce à quoi les pays se sont engagés, il faut limiter bien en dessous de 2 degrés Celsius. Or, quand on regarde tous les pays, l'ensemble des pays qui ont pris des objectifs de réduction de gaz à effet de serre ou des cibles, comme le Canada, par exemple, cible de moins 30 % pour 2030. La Chine a des cibles, l'Inde aussi. Si tous les pays font ce à quoi ils se sont engagés, on s'en va vers un réchauffement de 3 degrés Celsius. Ça, c'est 2 fois plus que le 1,5 degrés Celsius auquel se sont engagés les pays. Donc, clairement, les pays n'en font pas assez. Tous les pays vont devoir se doter d'objectifs plus ambitieux, de cibles plus ambitieuses en termes de réduction de gaz à effet de serre. Sinon, on s'en va dans une zone extrêmement dangereuse au niveau des changements climatiques. Et ce n'est pas juste nous qui le dit. L'ONU dit exactement la même chose. On n'est pas sur la bonne voie pour respecter l'accord de Paris. Et quand vous regardez ça, c'est au niveau international, plus c'est foncé noir, plus c'est inadéquat en termes de cibles de réduction de gaz à effet de serre. Rouge, c'est la même chose. Et vert, ce sont les pays qui ont des cibles qui sont en ligne avec l'objectif de Paris. Par exemple, si tous les pays faisaient comme le Canada, on se dirigerait vers un réchauffement de 4 degrés Celsius. Si tous les pays faisaient comme les États-Unis, 5 degrés Celsius de réchauffement. Donc, les pays développés, industrialisés, les plus riches, ne font pas le travail actuellement en termes d'objectifs, en termes de plans, en termes de vision dans la lutte contre les changements climatiques. À Paris, il y a une autre chose qui s'est produite. Les pays ont dit, OK, on s'engage bien en dessous de 2 degrés Celsius, 1,5 degrés Celsius, mais on a besoin de savoir c'est quoi que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact, 1,5 degrés Celsius versus 2 degrés Celsius? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de réduction des émissions qu'on doit faire? Est-ce que c'est possible de le faire? On est rendu où? Donc, ils ont commandé un rapport spécial au GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Nations Unies, 2000 scientifiques à travers la planète, la science la plus à jour, la plus consensuelle, qui a été mandatée pour produire un rapport spécial qui est sorti en octobre dernier, un rapport spécial sur le 1,5 degrés Celsius. Qu'est-ce que disait ce rapport-là? Bien, vous voyez, ça, c'est le rythme d'augmentation des émissions. Le fameux 1,5 degrés Celsius, on devrait le franchir environ entre 2030 et 2050, à peu près en 2040. Donc, on est déjà en voie d'atteindre ce 1,5 degrés Celsius-là.
Qu'est-ce qu'ils nous ont dit aussi, les scientifiques? Bien, c'est possible de limiter le réchauffement planétaire à 1,5, voire de le dépasser à peine, mais ça prend un virage drastique. Quel genre de virage? Couper les émissions mondiales de CO2 de moitié d'ici 2030. Donc, réduire de 50 nos émissions en 11 ans. C'est à peu près 6 par année en termes d'émissions. Et les amener à net zéro en 2050. Donc, ça veut dire que d'ici 30 ans environ, il ne faut plus qu'on utilise de combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon au niveau international, si on veut limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius. Et là, vous voyez, ça, c'est la trajectoire des émissions, où la ligne rouge, c'est zéro émission. Autour de 2050, il faut être à zéro émission au niveau mondial. Et par la suite, tous les scénarios nous disent qu'il faut qu'on soit en émissions négatives. Il faut qu'on capte davantage de CO2 qu'on en émette après 2050. Ça se fait avec les forêts, par exemple. C'est le seul moyen qu'on connaît qui est rentable, qui est faisable, qui existe actuellement, l'augmentation du couvert forestier. Donc, tous les scénarios impliquent qu'on soit en émissions négatives. Et il n'y a pas de technologie actuellement qui permette de faire ça, à part les écosystèmes naturels. Donc, en termes d'utilisation des hydrocarbures, 2/3 moins de charbon d'ici 2030, près de 40 moins de pétrole d'ici 2030, près de 15 moins de gaz d'ici 2030. C'est pas sorcier, mais ça prend un sacré virage. Il faut le voir venir, il faut être conscient de l'ampleur du défi. Mettez ça d'un autre côté, ça veut dire que nous, on va vivre la fin de l'ère des combustibles fossiles. Sinon, on va être dans le trouble, clairement. Ça veut dire aussi qu'il y a tellement d'infrastructures d'hydrocarbures actuellement sur la planète qu'on ne peut plus en rajouter. On ne peut plus rajouter de mines de pétrole de sable bitumineux, on ne peut plus rajouter de raffineries, on ne peut plus rajouter de pipelines, on ne peut plus rajouter de trains pétroliers, on ne peut plus rajouter de ports d'exportation de pétrole parce que toutes les infrastructures qui sont déjà en place, si elles sont utilisées jusqu'à la fin de leur vie utile, bien, ça va nous amener au-delà de 2 degrés Celsius. Donc, ne plus rajouter d'infrastructures et aussi planifier une transition. Si d'ici 30 ans, il faut qu'on se soit débarrassé des hydrocarbures, clairement, il y a des gens qui vont perdre leur travail, il y a des communautés qui vont être affectées, que leurs revenus vont être changés. Donc, il faut voir ça venir, il faut planifier cette transition-là et pas la subir. Le rapport du GIEC, des Nations unies, parlait aussi des impacts. Et là, regardez les différences au niveau de différents impacts. Plus c'est foncé, plus les impacts sont certains et seront très forts. Donc, vous avez au niveau des écosystèmes, si on passe d'1 degré à 2 degrés Celsius, des impacts majeurs. Au niveau des événements extrêmes, des impacts majeurs aussi, qui sont beaucoup plus élevés, plus le réchauffement va être accentué. Et ça, il y en a une panoplie. Là, je vous en passe rapidement comme ça. Ma présentation sera également disponible si vous voulez rentrer dans les détails et vous pouvez me trouver facilement sur la webosphère ou à travers vos dirigeants. Mais regardez le nombre d'impacts qu'il y a là-dessus. Il y a une énorme différence entre 1,5 et 2 degrés Celsius. Je vous donne quelques exemples. Si on passe d'1,5 à 2 degrés Celsius, ça veut dire qu'il y aura 420 millions de plus de personnes qui vont souffrir de canicules extrêmes. Donc, ça a l'air de rien, une différence de 0,5 degrés Celsius, mais si on passe d'1,5 à 2 degrés Celsius, c'est presque 1,5 milliard de personnes qui vont subir des canicules extrêmes de plus. Donc, c'est majeur. La petite virgule, là, le virgule 1, le 10e degré Celsius, il est important. Au niveau de l'eau potable, qui est déjà un problème majeur, 50 plus de gens qui vont être exposés justement à des problèmes d'accès à l'eau potable si on passe d'1,5 à 2 degrés Celsius. Même chose au niveau de la pauvreté en général, 4 fois plus de personnes qui vont être exposées justement à des risques climatiques qui vont être multiples, qui vont contribuer à la pauvreté. 4 fois plus de personnes si on passe d'1,5 à 2 degrés Celsius. Donc, il est important de viser le 1,5 degrés Celsius, que nos gouvernements soient en ligne avec le 1,5 degrés Celsius. Au niveau de la productivité agricole, c'est encore pire. 10 fois plus de gens qui vont être exposés justement à une réduction de la production et la productivité au niveau agricole. Et ça, gardez en tête qu'il y a à peu près 1 milliard d'êtres humains aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a à peu près 1 milliard d'êtres humains qui souffrent de malnutrition. Donc, les changements climatiques vont clairement exacerber ces problèmes-là au niveau international. Au niveau des espèces aussi, les écosystèmes vont être beaucoup plus chamboulés, vont avoir beaucoup plus de difficultés à s'adapter au niveau des différentes espèces si on passe d'1,5 à 2 degrés Celsius.
Et ça, c'est dans l'optique où le plus récent rapport au niveau des Nations unies nous dit qu'il y a déjà 1 million d'espèces qui est menacée de disparaître, dont plusieurs dans la prochaine décennie. Les changements climatiques viennent rajouter un stress sur ces espèces-là. Mais, il y a presque des bonnes nouvelles. Parce que Justin, en 2015, il a dit, le Canada, comment il a dit en anglais, je pense? Canada's back, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, le Canada est de retour dans la lutte contre les changements climatiques. Vous connaissez la suite. On a actuellement, ça c'est au niveau international, clairement le Canada, les efforts sont hautement insuffisants dans la lutte contre les changements climatiques. Et ça, ce n'est pas juste à l'international, même la commissaire à l'environnement et au développement durable au niveau canadien, elle dit la même chose, qu'actuellement, on se traîne les pieds depuis de nombreuses années à Ottawa. Même le Sénat est rendu qu'il dit on n'atteindra pas nos objectifs, on ne respectera pas l'accord de Paris s'il n'y a pas un coup de barre qui est fait, si on ne s'attaque pas au Canada à la production pétrolière et gazière, entre autres. Et là, vous voyez, alors qu'on est censé réduire nos émissions, vous l'avez au niveau mondial, vous l'avez au niveau du Canada, les émissions sont en augmentation et ne sont clairement pas en voie de réduire rapidement comme la science nous demande de le faire. Et je vous rappelle, c'est couper de moitié les émissions de CO2 dans les 10 prochaines années qu'il faut faire. Mais Justin dit qu'il a un plan. J'imagine que ça vous rassure. Malheureusement. Moi aussi, je suis un petit peu sceptique. Quand on regarde son plan, et vous me permettez que je l'appelle Justin aujourd'hui, là, je parle souvent de lui, fait que c'est comme si c'était mon bon ami. Quoi qu'il est peut-être plus ami avec mon ami Stephen Guilbeault, mais c'est une autre question. C'est correct, on fait de la politique comme ça. Donc, le Canada a un plan, selon Justin, pour atteindre et respecter l'accord de Paris. Et quand on regarde ce plan-là, bien, dans le fond, il y a un énorme trou. Le plan ne permet pas d'atteindre les cibles du Canada. Il va complètement manquer sa cible de 2030. De combien vous pensez? Vous l'avez au tableau. 80 millions de tonnes qui manquent en termes de réduction de gaz à effet de serre pour atteindre l'objectif que le Canada a pris à Paris, qui, en passant, est le même objectif que Harper avait pris. Harper et sciences climatiques, on s'entend que ça ne va pas ensemble. Mais Justin a quand même adopté cette cible-là. Et actuellement, il manque 80 millions de tonnes. Ça veut dire quoi, 80 millions de tonnes en termes de réduction supplémentaire à identifier? C'est l'équivalent de toutes les émissions du Québec en entier, 80 millions de tonnes. En termes de véhicules, c'est l'équivalent de 20 millions de véhicules en termes de pollution, ce qui reste à identifier comme mesure pour espérer qu'on atteigne la cible au Canada. Et cette cible-là est loin d'être en ligne avec la science. Fait que quand Justin dit qu'il a un plan, quand il va se présenter aux élections en disant qu'il a un plan, gardez ça en tête que ce plan-là n'a rien à voir avec la science et qui ne permet pas d'atteindre la cible du Canada actuellement. Et pourquoi? Bien, essentiellement parce que, vous voyez les différents secteurs, le secteur le plus polluant au Canada actuellement, c'est le secteur pétrolier-gazier. Plus que tous les transports, et c'est comme ça depuis les dernières années, c'est le secteur où les émissions augmentent. Les émissions augmentent aussi dans différentes provinces. Si vous regardez, depuis 1990, Alberta a augmenté ses émissions, et là, c'est même rendu plus, de près de 80 %, alors que le Québec a réduit ses émissions. Donc, c'est directement en ligne avec l'expansion de la production pétrolière et gazière au Canada, et ils veulent encore la faire. Ils veulent aller encore plus loin. Actuellement, les sables bitumineux, juste les sables bitumineux, la production de pétrole des sables bitumineux émet plus de gaz à effet de serre que toute la province de Québec, juste pour produire le pétrole des sables bitumineux. Ils veulent augmenter de 40 % cette production-là d'ici 2030 environ. Et quand on regarde la science, elle nous dit 85 % des réserves, il faut les garder sous le sol si on veut limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius. Fait que clairement, si on est sérieux dans la lutte contre les changements climatiques, on ne peut pas se permettre d'augmenter cette production-là. Il faut la plafonner, la réduire rapidement, avoir des plans de transition pour les travailleurs, développer des vrais jobs dont ils vont être fiers, qui vont durer, qui vont être durables et qui vont être en accord avec justement nos objectifs et le respect de l'intégrité des écosystèmes. Ah, ça a été glissé dans mon... C'est vrai. Ils ne sont pas pareils, ces deux-là. Ils se ressemblent à certains égards, mais je ne vous dirai pas qu'ils sont pareils. Il y a quand même des différences entre Trump qui veut absolument rien savoir dans la lutte contre les changements climatiques et M. Trudeau qui tient un double discours et qui fait preuve d'hypocrisie flagrante en disant « je veux lutter contre les changements climatiques, mais en même temps, j'achète un pipeline et je subventionne les compagnies pétrolières ». Donc la différence, c'est que M. Trudeau fait dans la demi-mesure,
Il est aussi complètement incohérent, propose des mesures de lutte contre les changements climatiques, mais en même temps fait exactement le contraire de ce qu'il doit faire en favorisant la production et l'expansion, entre autres, des sables bitumineux. Et je vous donne quelques exemples juste de pipelines. Vous voyez, M. Trudeau a approuvé et appuyé 3 projets de pipelines majeurs. Trans Mountain, en fait, il l'a même acheté. Keystone XL, la ligne 3. Et en termes de millions de véhicules, si vous mettez ensemble ces 3 pipelines-là, juste pour produire le pétrole, là, en Alberta, pour mettre le pétrole dans les pipelines, c'est une augmentation d'émissions de l'équivalent d'ajouter 10 millions de véhicules. Ça, c'est juste pour produire le pétrole dans ces 3 pipelines-là. Fait que clairement, quand vous rajoutez 10 millions de véhicules comme ça pour des décennies avec de nouvelles infrastructures avec lesquelles on va être prise, bien, on ne s'en va pas en voie de réduire rapidement nos émissions et de respecter la science. Pire encore, je pense que vous le savez, le gouvernement a dit « Ah, moi, je vais mettre 4,5 milliards pour acheter un pipeline, le pipeline Trans Mountain, que une entreprise texane ne voulait même plus, essentiellement. » Et non seulement il a racheté ce pipeline-là, mais il a dit qu'il allait réussir la construction de l'expansion, donc un nouveau pipeline qui va s'ajouter au coût de 10 milliards. Fait qu'on est rendu à 15 milliards d'argent public que M. Trudeau met dans l'augmentation de la production de pétrole des sables bitumineux, son transport et son exportation, alors qu'il dit qu'on doit lutter contre les changements climatiques. Évidemment, ça mène à ce genre de caricature-là, où sauver la planète à coups de pipeline, on se souhaite bonne chance. Mais il y a pire. Soyons francs. À moins d'une surprise majeure, et je suis très ouvert aux surprises majeures si elles sont positives, les conservateurs sont essentiellement les mêmes que ce qu'on a vu avec le gouvernement Harper pendant 10 ans, qui n'ont rien fait dans la lutte contre les changements climatiques. Ils s'opposent à la taxe sur le carbone, au prix sur le carbone, malgré que le FMI et tous les scientifiques au niveau international disent que c'est la mesure la plus efficace, essentielle qu'on doit mettre en place dans la lutte contre les changements climatiques, et ils ne proposent rien. Donc, je me garde une petite gêne en disant qu'ils vont arriver avec leur plan de lutte contre les changements climatiques dans les prochaines semaines et on jugera à la valeur du plan. Mais je doute fortement qu'il y ait un virage à 180 degrés qui soit fait par les conservateurs, surtout quand ils participent à des réunions secrètes avec l'industrie pétrolière pour développer des plans pour battre les libéraux et qui se battent corps et âme actuellement pour empêcher la réforme des évaluations environnementales au Canada parce qu'ils veulent continuer d'approuver des pipelines sans regarder les impacts environnementaux et les impacts sur le climat. Évidemment, il n'est pas seul. Vous avez aussi une panoplie de Jason Kenney de ce monde et de Doug Ford qui sont rendus au niveau gouvernemental un petit peu partout au Canada. Donc, c'est inquiétant et c'est d'autant plus important que le Québec prenne sa place et défende justement des positions solides dans la lutte contre les changements climatiques. Évidemment, quand on regarde dans le détail, le Québec, OK, on est mieux. On ne produit pas de pétrole et de gaz déjà, hein, ça nous aide beaucoup. Puis on a de l'hydroélectricité, donc notre production est à 100% énergie renouvelable à peu près. Mais quand on regarde en termes d'objectifs, clairement, on n'est pas en voie d'atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre au Québec, autant pour 2020 que pour 2030. Donc, ce n'est pas juste moi qui le dis, c'est autant les experts indépendants, vérificateurs généraux également, qui nous disent on a gaspillé de l'argent du fonds vert, on l'a mal investi, le gouvernement précédent n'a pas été sérieux dans la lutte contre les changements climatiques, il fait des beaux discours, mais n'a pas livré la marchandise. Et on se retrouve avec une situation où au Québec, c'est à peu près de 50% des émissions qui proviennent du secteur des transports. Donc, au Canada, c'est le pétrole et gaz qui est plus important. Au Québec, on n'en produit pas, donc c'est vraiment le secteur des transports qui n'est pas en contrôle. On a une augmentation des émissions depuis 1990, et là, vous voyez là-dessus, en foncé, c'est en 90, en bleu pâle, c'est en 2014. Donc, vous avez une augmentation des émissions dans le transport, alors que dans l'industrie, il y a une réduction. Et c'est loin d'être parfait, là, mais il y a une réduction, toute chose étant relative. Il faut s'attaquer à tous les secteurs, mais clairement, on ne fait pas le travail au niveau des transports. Et là, si vous voyez, il y a une cible qui est dans le carré, qui est notre cible de réduction de consommation de pétrole de 40 % que le gouvernement du Québec a adoptée. Et la trajectoire en rouge, en haut, vous montre clairement qu'on n'est pas en voie d'atteindre cette cible-là, qu'on va la manquer complètement, à moins qu'un sérieux coup de barre soit donné. Entre autres parce que vous avez une augmentation des véhicules, ça c'est pour Montréal, mais qui est de l'ordre de presque 2 fois plus rapide que l'augmentation de la population, donc de plus en plus de véhicules sur les routes, alors qu'on devrait tendre vers le contraire. L'industrie est quand même à garder en tête. Beaucoup de combustibles fossiles au Québec qui sont utilisés par les industries. Il faut s'attaquer, entre autres, au niveau du gaz, au niveau du mazout, au niveau des autres combustibles fossiles. Et même chose pour le chauffage résidentiel.
Alors qu'au Québec, on est à 100% énergie renouvelable dans notre électricité, bien, il y a encore des infrastructures qui se construisent pour mettre du gaz, par exemple, dans des résidences, pour chauffer des résidences. Et dites-vous que c'est en grande partie du gaz de schiste, c'est plus du gaz dit classique qu'on a dans nos tuyaux ici au Québec, mais partout en Amérique du Nord également. C'est la même chose, évidemment, pour chauffage industriel et commercial. Et donc, on a un nouveau gouvernement Legault qui est arrivé, après avoir été le pire des partis en campagne électorale au niveau des changements climatiques et de la lutte ou de la protection de l'environnement en général. Et il y a eu un virage, entre autres parce qu'il y a eu énormément de mobilisation pendant la campagne et à suite à la campagne de la part de citoyens. Et pour la première fois, on entendait le mot « urgence climatique » dans la bouche de M. Legault, qui a même dit que la survie de la planète est en jeu. Ce virage-là, on l'a quand même regardé de loin, on l'a apprécié. On a même décidé de fermer la porte à l'exploitation pétrolière et gazière en Anticosti. A même dit qu'Énergie Est, le projet de TransCanada, bien, il allait s'y opposer catégoriquement parce qu'entre autres, il n'y a pas d'acceptabilité sociale au Québec. Et que même la porte du gaz de schiste est fermée au Québec. Donc, ce virage-là, on fait oui, OK, on s'attendait à pire, c'est quand même pas mal. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on a une approche un peu similaire avec M. Trudeau, où manque de cohérence totale, ou contradiction de la part de M. Legault, ou du moins manque d'ambition par rapport à ce qui doit être fait comme virage de société. Donc, vous avez l'idée de développer des troisièmes liens, développer des autoroutes, faire de l'expansion du système routier qui mène à une augmentation de la consommation de pétrole, encore une fois, et gardez en tête qu'il ne faut plus rajouter l'infrastructure qui mène à une augmentation de la production, mais aussi de la consommation de pétrole, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Il y a encore des projets d'exploitation pétrolière, entre autres en Gaspésie, pétrolière, gazière, à voir, qu'il faut garder de l'œil, parce que s'il faut qu'on n'utilise plus d'hydrocarbures dans même pas 30 ans, ça ne fait aucun sens de se lancer dans le développement pétrolier et gazier au Québec. À ça s'ajoute un méga projet dont vous avez peut-être entendu parler, projet Gazoduc Énergie Saguenay, donc un projet d'apporter du gaz naturel, qui est du gaz fossile, c'est un combustible fossile, qui est essentiellement non conventionnel. Donc du gaz qui est produit dans l'Ouest avec la fracturation hydraulique, de le faire transporter à travers le Canada, de construire 600 km de pipeline dans le nord du Québec, de gazoduc, pour ramener ça dans une usine de liquéfaction au Saguenay, de mettre ça sur des bateaux, de le liquéfier, de le faire passer, ces bateaux-là, par l'habitat essentiel du Beluga dans le Saguenay pour exporter du gaz sale de schiste produit avec la fracturation un petit peu partout sur la planète pendant des décennies, encore une fois, quand c'est de nouvelles infrastructures. Et M. Legault trouve ça très intéressant. Donc, clairement, ce n'est pas le genre de leadership dont on a besoin et qu'on même on peut se permettre dans la lutte contre les changements climatiques. Juste en termes d'émissions pour produire ce gaz-là, 7 millions de tonnes par année. Le gaz qui se retrouverait dans ce tuyau-là, 7 millions de tonnes par année. C'est l'équivalent des réductions de gaz à effet de serre qu'on a faites depuis 1990 au Québec. Toutes les réductions seraient annulées, ne serait-ce que si le Québec devient le porteur de ce gaz-là et permet qu'on devienne une voie de transit qui permet l'expansion de la production et de l'exportation et de la consommation du gaz un petit peu partout sur la planète. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que, pas plus tard qu'hier, le ministre de l'Environnement a parlé de mérite à ce projet-là. Donc, clairement, il y a une ligne à tracer que la science nous dit qu'il faut tracer, et ce n'est pas le genre de réaction qu'on s'attend de la part d'un ministre. Donc, clairement, on a laissé la chance aux coureurs pour ce gouvernement-là, mais on ne peut plus accepter des demi-mesures et l'incohérence de cette ampleur-là. Et ça, c'est au niveau du gaz en général, parce qu'à près de 50 millions dans le dernier budget gouvernemental donné pour l'extension du système gazier, alors qu'on doit l'investir dans les solutions au Québec, qu'on doit devenir des leaders, entre autres dans les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on est beau, on est vert au Québec. Mais si tout le monde consomme comme les Québécois, ça prend 3 planètes Terre pour subvenir à nos besoins. Ça veut dire qu'on consomme beaucoup trop. Au niveau mondial, ça prend à peu près 1,6 planètes Terre actuellement, presque 2, pour subvenir aux besoins, parce que les gens consomment trop, les gens consomment mal, consomment trop d'hydrocarbures. Au Québec, on est encore pire. Quand on dit on est vert, là, bien, on sera vert le jour où on sera en dessous d'une planète. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire au Québec, malgré qu'on a un bilan avantageux en raison de l'hydroélectricité, entre autres. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas des plans d'action. Premier plan d'action de lutte au changement climatique, 2000-2002 au Québec. 2000-2002, et on fait encore du surplace actuellement. Et les solutions, elles existent encore une fois. Au Québec, on le sait, dans les transports, ce qu'on doit faire, ce à quoi on est voué, en fait, à faire, développement du transport collectif.
C'est ça qui est le plus payant en termes de retour sur les investissements. C'est là qu'on est en train de structurer nos sociétés. C'est là qu'il faut investir le plus au Québec en termes de priorité. Et ça, c'est autant au niveau des autobus, évidemment, qu'au niveau des trains et autres systèmes de transport collectifs. À ça, il faut rajouter idéalement l'électrification des transports. La Chine, on dit que la Chine, ce sont des grands pollueurs, là. 9500 autobus à chaque 5 semaines qui sont mis sur les routes en Chine. Il y a 2 autobus électriques à Montréal. Sérieusement, si on n'est pas en train d'accumuler un retard majeur alors qu'on devrait être des leaders, je ne sais pas ce qu'on est en train de faire. Évidemment, ce n'est pas juste ça la solution, ça prend l'aménagement de quartier, ça prend des endroits agréables à vivre, des endroits où on peut se déplacer à pied facilement, donc l'intermodalité, ce cocktail transport-là, donc la mobilité durable de plus en plus qui permet de faire le lien entre vous vous déplacez en vélo, vous prenez l'autobus, vous marchez, ou vous prenez votre voiture si vous en avez besoin. Vous faites également du covoiturage qui existe de plus en plus. On a également des systèmes d'autopartage au Québec, autopartage électrique, c'est encore mieux. Donc, il y a de plus en plus de solutions qui permettent d'avoir des alternatives solides et durables, entre autres à l'auto-solo, avec évidemment l'électrification des transports. Parce qu'au Québec, on a 6 500 000 véhicules sur les routes actuellement qui sont immatriculés. J'aimerais ça que tout le monde se retrouve dans un autobus demain. Ce n'est pas réaliste. Notre structure de société ne permet pas de faire ça. Donc, il y a inévitablement un besoin d'y aller avec l'électrification des transports. En Norvège, 6 voitures sur 10, 60% des véhicules neufs vendus sont électriques. Aujourd'hui, au moment où on se parle, 2025, ils vont être à 100% de véhicules électriques neufs vendus. Ils sont déjà à 60%. Au Québec, on est à combien? 2%. Clairement, on peut faire mieux, mais ça nous prend du leadership politique, ça prend des lois qui forcent les entreprises à mettre des véhicules électriques sur les routes et que ces lois-là soient en ligne avec la science. Et actuellement, ce n'est pas le cas autant au Québec qu'au Canada. Alors que c'est de plus en plus intéressant d'avoir des véhicules électriques. Avec les subventions que vous avez actuellement au Québec, bien, il y a plusieurs modèles électriques qui sont beaucoup plus avantageux économiquement que leur équivalent en moteur. Entre autres parce que le prix des batteries a diminué et continue de diminuer. Entre autres parce que l'autonomie des batteries, elle augmente énormément. Donc, ces véhicules-là, vous en voyez de plus en plus sur les routes et c'est de plus en plus intéressant. Et là, vous allez me dire, mais ça pollue un véhicule électrique. Je ne vous dirai pas le contraire. J'aimerais ça que ça pousse dans un arbre, mais non. Ça prend des minéraux, ça prend de l'énergie pour les produire. Donc, ce n'est pas parfait. Il faut travailler sur l'exploitation au niveau des métaux rares, entre autres. Il faut également travailler au niveau des émissions de gaz à effet de serre, des rejets des mines. Mais quand on regarde sur l'ensemble de cycle de vie du véhicule, c'est quoi l'ensemble du cycle de vie? C'est la production du véhicule, son utilisation, son recyclage. Donc, l'ensemble des impacts sur toute la vie du véhicule, un véhicule électrique comparativement à un véhicule à moteur va polluer 65% moins en termes de CO2 sur 150 000 km. Sur 300 000 km, c'est 80% moins de pollution en termes de CO2. À ça s'ajoutent évidemment les gains en termes de santé publique. Donc, clairement, il y a un rôle pour le véhicule électrique, même s'il faut travailler sur les impacts liés, entre autres, à la production, et impacts environnementaux, mais sociaux aussi, parce qu'il y a des enjeux avec les mines, et je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable là-dessus. Il y a beaucoup de choses à améliorer encore. Au Québec, on a déjà des véhicules qui sont sur les routes, qui sont vendus en Californie, comme par exemple les autobus électriques de Lyon. Et ça, il n'y a pas de raison pour qu'on rajoute encore des véhicules diesel au Québec alors qu'on a des alternatives qui sont construites au Québec. Et c'est la même chose dans les véhicules au niveau des marchandises. Nordressa à Laval fabrique des véhicules du genre qui sont sur la route actuellement, qui sont viables, qui peuvent être utilisés dans le transport des marchandises. Vous avez Lyon, encore une fois, à Saint-Jérôme, qui produit même un camion électrique actuellement qui peut faire jusqu'à 400 km d'autonomie et transporter des marchandises. EcoTune, une entreprise qui convertit des pick-up. On s'entend que les pick-up, le véhicule le plus vendu, F-150 au Québec, depuis plusieurs années, mais convertit des véhicules à moteur, à essence, à des véhicules électriques. Donc, il y a de la place aussi pour la conversion et vous avez de plus en plus de modèles comme Tesla avec son véhicule, son pick-up électrique qui s'en vient. À ça restent quand même certains enjeux. Transport lourd. C'est là que c'est le plus difficile actuellement au niveau des batteries. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Certains
pays expérimentent, comme en Suède, des cathéters, donc se brancher sur des fils, ces véhicules-là. Mais gardez en tête que oui, il y a du travail à faire pour réduire les émissions dans le transport lourd, mais que c'est lié aussi à la consommation. Tout ce qui est transporté par des camions de marchandises, c'est parce qu'il y a un consommateur en bout de ligne à quelque part. Donc, on a un lien aussi avec ça, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Mais il y a d'autres alternatives aussi, entre autres au niveau du transfert modal. Donc, au lieu d'utiliser un mode plus polluant comme le transport routier ou diesel ou autre, de faire de l'électrification des transports dans le train, par exemple, c'est une autre manière de réduire notre impact. Donc, les transports, c'est une chose, mais on n'y arrivera pas à réduire les émissions dans les transports si on ne s'attaque pas à l'aménagement urbain. Parce que c'est impossible d'avoir des systèmes de transport collectif rentables si on est rendu dans la 3e, 4e, 5e couronne avec des densités de population qui font en sorte que ce ne sera jamais rentable. Donc, il faut densifier nos villes, il faut les améliorer, il faut améliorer aussi la qualité de vie des gens, il faut rapprocher les gens de leur centre de travail, de leur milieu de vie. Et ça, c'est incontournable au Québec et ça nous prend une stratégie d'aménagement du territoire dont le gouvernement Legault, d'ailleurs, a promis. Campagne électorale, un des rares engagements environnementaux, adopter une stratégie d'aménagement du territoire. L'ampleur des changements qu'on doit faire va toucher à tout. Oui, le transport, oui, l'aménagement urbain, mais l'habitation aussi. Donc, autant au niveau de l'architecture, l'utilisation du bois qui capte le CO2 et qui séquestre dans les bâtiments, en passant également par l'amélioration, les toits verts qui permettent de lutter contre les îlots de chaleur, de lutter contre les canicules également, d'améliorer, d'augmenter les espaces verts, d'améliorer la qualité de vie des gens. Ça, c'est des incontournables. Tantôt, je vous disais, on risque de dépasser le 1,5 degrés Celsius. Entre vous et moi, il y a de fortes chances qu'on le dépasse. L'idée, c'est de le dépasser le moins possible. Et par la suite, de redescendre sous le 1,5 degrés Celsius. Et le seul moyen, c'est de capter du CO2. C'est quoi le seul moyen qu'on connaît? La forêt. Et ici, on en a pas mal, la forêt. Donc, il faut arrêter de faire de la déforestation. Il faut protéger les forêts anciennes. Il faut augmenter le couvert forestier. Et ça, partout sur la planète. Et nous aussi, on a un rôle là-dedans. La forêt boréale, actuellement, stocke plus de CO2 que l'ensemble des forêts tropicales. Donc, il faut qu'on le garde dans le sol, ce CO2-là, parce que sinon, il s'en va dans l'atmosphère et contribue au problème. Je vous la laisse un petit peu plus longtemps, cette acétate-là, parce que je vous parlais des 3 planètes Terre. Si tout le monde consommait comme les Québécois, ça prendrait 3 planètes Terre. Bien, la première chose à faire en général, que ce soit pour des individus, des entreprises, des gouvernements, des communautés, c'est de faire l'économie d'énergie, donc de réduire, de moins consommer, de mieux consommer. Et l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique, ça se fait à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines. Ici, vous avez un exemple au niveau de l'amélioration des habitations qui permet d'améliorer le portefeuille des gens, ça coûte moins cher en termes d'électricité, et aussi de créer de l'emploi partout à travers la province, de manière décentralisée, dans les régions, là où on en a besoin aussi. Évidemment, il y a des développements technologiques au niveau international. Le solaire est rendu beaucoup plus intéressant dans plusieurs pays que produire de l'électricité à partir du charbon ou même à partir du gaz. Donc, vous voyez une augmentation exponentielle de l'énergie solaire. C'est un peu différent au Québec parce que notre énergie est déjà 100% renouvelable et elle est très peu chère. Mais sachez que ce développement-là se fait partout et se fait non seulement dans le solaire, mais se fait aussi au niveau de l'éolien, où on a à peu près la même augmentation dans l'éolien parce que ça coûte moins cher à produire, parce que les éoliennes sont de plus en plus puissantes un petit peu partout sur la planète. D'autres alternatives intéressantes, la géothermie, qui est un exemple qui vous permet, si vous utilisez la chaleur du sol avec la géothermie, de couper de près de 2/3 les coûts en termes de chauffage. Même chose pour la climatisation. Vous pouvez avoir des quartiers complets qui utilisent la géothermie centrale, et ça, on doit se tourner vers ça de plus en plus, avec évidemment aussi de la production solaire, même décentralisée, donc de l'autoproduction, des maisons qui produisent de plus en plus. Au Québec, encore une fois, c'est un petit peu différent, mais au niveau mondial, c'est un phénomène clairement qui est en place. Une autre chose dont vous avez entendu parler peut-être, le biométhane. C'est quoi le biométhane? Bien, du méthane, essentiellement, c'est du gaz. Donc, c'est du gaz naturel, mais c'est du gaz qui est produit, entre autres, à partir des résidus domestiques, donc les déchets organiques, par exemple, à la maison, et on l'utilise pour produire du biométhane, donc du gaz naturel renouvelable. Le potentiel n'est pas extra, n'est pas énorme, mais il y a un potentiel là d'utiliser justement du gaz qui est renouvelable pour tasser le gaz fossile, le gaz qui est fabriqué avec la fracturation hydraulique. Donc, on en a certains projets au Québec qui sont intéressants.
Et vous avez aussi d'autres projets dont il faut s'inspirer. S'il faut changer même notre alimentation et notre agriculture, bien, l'idée de produire davantage plus longtemps au Québec de manière décentralisée et locale, ça c'est un exemple de serre et bio idéalement parce que ça diminue évidemment l'utilisation des combustibles fossiles qu'on retrouve dans les engrais entre autres. Et ça existe, hein? Vous avez des exemples comme à Candiac ou sur les toits, production d'agriculture biologique, locale, avec entre autres production d'énergie à partir du solaire renouvelable. Donc, ce sont des projets qui existent, mais il faut aussi aller plus loin en termes de bout de ligne. Donc, vous avez de plus en plus un phénomène au Québec du zéro déchet, donc de plus en plus d'épiceries, de plus en plus de gens qui sont conscients de réduire leur impact, et on voit ce genre de commerce de plus en plus fleurir, autant à Montréal qu'à Québec, mais partout à travers le Québec. À ça s'ajoute la nécessité de réduire aussi l'utilisation du plastique à usage unique, parce que vous le voyez un peu partout sur la planète, bien, on a des océans complets, en fait, on a des amas de plastique de la grandeur de la France dans les océans. Donc, l'Union européenne le fait, a banni le plastique pour 2021. On doit avoir ce genre de leadership de la part de nos pays. Et ça, ce n'est pas juste au niveau des impacts pour les écosystèmes. Vous avez actuellement, ça, ce sont les émissions de CO2 liées à la production de plastique. D'ici 2050, si on ne fait rien, ça va être 13 % du budget de CO2 qui va venir du plastique. Donc, on va brûler du pétrole essentiellement. C'est de tout ça que ça vient, le plastique, en gros. Donc, il y a un impact lié à la fabrication aussi du plastique qui est inquiétant si on ne fait rien en termes de réduction. Un autre enjeu dans l'agriculture, bien, moins de viande. Vous avez probablement entendu parler, une protéine animale d'un bœuf, par exemple, c'est 100 fois plus polluant en termes de CO2 que de sources végétales. Donc, il faut s'adapter aussi, il faut changer notre agriculture, il faut consommer moins de viande, consommer mieux, consommer différents types de viande. Et ça ne veut pas dire que vous devenez végétalien ou végétarien tout le monde demain, là. C'est juste qu'il faut quand même être conscient qu'actuellement, quand on regarde au niveau mondial, bien, c'est 14 % des émissions au niveau mondial qui proviennent des bovins. 14 % au niveau du bétail au niveau mondial. C'est plus que tous les transports, trains, bateaux, automobiles, avions. Puis si on ne fait rien en 2050, ça va être 50 %. Donc, il faut quand même en être conscient et s'adapter en fonction de ça. Au niveau de l'industrie, ce qu'on entend de plus en plus parler, c'est l'économie circulaire. Vous en avez entendu parler. Essentiellement, c'est de réduire l'utilisation et maximiser l'utilisation des ressources pour aussi diminuer dans la production, d'avoir des produits plus durables également, et à la fin, d'utiliser les rejets, les déchets pour en faire des matières premières. Donc, de plus en plus, d'avoir des boucles fermées, qui est en fait super important au niveau autant des communautés que des industries. Et là, je vous parlais de l'exemplarité de l'État. Là. Il y a plein, autant les institutions gouvernementales, publiques, parapubliques, qui pourraient avoir des mesures exemplaires beaucoup plus audacieuses et qui doivent être faites autant au niveau de l'approvisionnement, tous les intrants dans ces institutions-là, que aussi les politiques qui sont adoptées par les différents ministères. Une autre chose facile à faire, arrêter les subventions aux combustibles fossiles. On a à peu près 3 milliards actuellement de subventions au fédéral et au provincial. Donc, si on prend cet argent-là et on la met dans les solutions, c'est clairement un levier qui nous permet de créer plus d'emplois, créer plus de richesses et de respecter l'environnement. Ici, j'ai des chiffres de 2017. C'était 18 milliards la Caisse de dépôt et placement qu'elle avait dans les hydrocarbures. Parce qu'elle a eu de la pression, entre autres, de la coalition Sortons de la Caisse du carbone, en 1 an, la Caisse de dépôt et placement a diminué de 10 % son empreinte écologique, son impact en termes de CO2 par million investi. 10 % en 1 an. Donc, imaginez si cet argent-là, le 17 milliards, est investi à la bonne place. Clairement, on pourrait faire beaucoup plus au Québec et on pourrait avoir un levier économique beaucoup plus intéressant. Et ce n'est pas juste au Québec, hein? L'Organisation internationale du travail parle de création de 18 millions d'emplois. Fait que oui, il y a des emplois qui vont se perdre, qu'il faut voir venir au niveau international, mais on peut créer plus d'emplois qu'on va en perdre si on lutte sérieusement dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, ce discours-là d'opposer économie à environnement ne fonctionne pas du tout. C'est le contraire, en fait, qui pourrait se produire. La beauté de la chose, et vous allez avoir la chance d'en entendre cet après-midi, c'est qu'il y a entre autres des jeunes qui se lèvent un petit peu partout sur la planète, qui se lèvent au Canada. Il y en a qui sont même rendus à vouloir poursuivre le gouvernement fédéral en raison de son inaction, entre autres dans la lutte contre les changements climatiques, et du fait qu'il est complètement irresponsable, le gouvernement Trudeau. Donc ça, c'est Environnement Jeunesse qui parle de poursuivre le gouvernement fédéral. Et vous avez tout un mouvement de mobilisation qu'on voit au Québec.
Vous les avez peut-être vus au Gala Artis dimanche dernier. Un mouvement qui a été lancé en février dernier. La planète s'invite à l'université. Ils ont lancé la grève. Ils ont été appuyés non seulement par des scientifiques, mais aussi par des professeurs, par des parents, évidemment, par des organisations, par des syndicats aussi. Et ce n'est pas juste au Québec, c'est un mouvement mondial. Ça, c'est l'ensemble des événements qui ont eu lieu le 15 mars dernier sur la planète. 1200 événements où des jeunes ont fait la grève pour le climat, ont manqué leurs cours. 1200 événements dans 120 pays, 1,4 million de personnes qui sont sorties dans les rues cette journée-là. Ça, c'était à Montréal, 150 000 personnes à Montréal, beaucoup des étudiants évidemment, mais appuyés par d'autres. C'était la plus grosse manifestation, essentiellement au niveau des changements climatiques, de l'histoire du Québec. Il y en a eu d'autres en environnement plus large, avec d'autres causes, mais sur la question climatique, c'est la plus grande manifestation. Le 1,4 million de personnes au niveau international, c'est la plus grande manifestation de l'histoire de l'humanité sur les changements climatiques. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau international. Il faut en être conscient. Et vous avez, par exemple, le lancement du New Deal vert, dont fait partie plusieurs syndicats. C'est le Green New Deal, un phénomène que vous avez vu ou peut-être entendu parler aux États-Unis. L'idée de faire un virage de société de l'ampleur du New Deal de Roosevelt dans les années 30, parce que ça prend un effort équivalent à un effort de guerre. On est capable, comme société, si on fait un virage, si on est ambitieux, de revirer ce paquebot-là. Et ça se passe aux États-Unis, ça se passe au Canada. Le gouvernement de l'Espagne a été élu avec une proposition essentiellement de Green New Deal, donc de New Deal vert. Et là, vous avez le SCFP, l'Ontario, dont tu fais partie, la CSN, vous avez des organisations communautaires, des organisations environnementales, des organisations autochtones. On aura l'occasion d'en discuter également avec vous, j'espère, mais il faut qu'on soit capable, entre autres, de fixer des objectifs en regard de la science, couper de moitié les émissions mondiales de CO2, mais aussi qu'on fasse d'une pierre plusieurs coups, qu'on lutte contre les inégalités économiques, qu'on lutte également contre les problèmes de logements sociaux, par exemple, qu'on lutte à l'amélioration de la qualité de vie, qu'on soit capable de lutter contre les changements climatiques. Et ça, si on est capable de faire ça, clairement, on va être capable d'inspirer les gouvernements et de plus en plus, vous allez en entendre parler de cette nécessité-là d'un effort de guerre ou l'équivalent d'un effort de guerre. Je vous parlais de mobilisation, il n'y a pas juste les jeunes. Au Québec, le Pacte pour la transition, lancé par Dominique Champagne, c'est la plus grande pétition qu'on n'a jamais vue de l'histoire, encore une fois, de la lutte contre les changements climatiques au Québec. 270 000 personnes en à peine 6 mois. Donc, il y a des gens, oui, qui veulent faire des choses dans leur quotidien puis qui demandent au gouvernement, bien, vous aussi, il faut que vous fassiez la job parce que l'ensemble de nos efforts comme ça individuels, ce ne sera pas suffisant. Ça nous prend des gouvernements qui mettent des réglementations, qui mettent l'argent à la bonne place. Sinon, on n'y arrivera pas dans la lutte contre les changements climatiques. Et ce n'est pas juste des individus, c'est aussi des écoles, des commissions scolaires qui maintenant adoptent des pactes pour se verdir comme institution au niveau, entre autres, des intrants, donc au niveau de ce qu'ils achètent, au niveau des services également, mais aussi au niveau de l'éducation. Des municipalités. Vous avez en ce moment 320 municipalités au Québec qui ont adopté une déclaration d'urgence climatique. 320 municipalités où il y a des citoyens qui se sont présentés dans leur conseil de ville pour faire adopter des déclarations d'urgence climatique. Et ça représente plus de 7,4 millions d'habitants. Donc, vous avez quand même du leadership. Les villes en veulent davantage. Ça prend l'appui des gouvernements supérieurs. Et là, on voit que ça commence aussi à bouger au niveau du Royaume-Uni. Vous avez des phénomènes comme Extinction Rebellion. Ils ont bloqué le centre-ville de Londres pendant 5 jours en disant que ça nous prend de l'action climatique de la part du gouvernement. Et la semaine passée, le gouvernement, ou un petit peu plus, il y a 2 semaines, a été le premier pays à adopter une déclaration d'urgence climatique. C'est pas parfait, on s'entend? Ça prend des plans aussi, ça prend beaucoup plus qu'une simple déclaration, mais c'est un mouvement mondial. L'Irlande a fait de même. Et là, vous avez même le gouvernement Trudeau qui parle d'adopter une déclaration d'urgence climatique. Évidemment, souvenez-vous de ce que j'ai dit tantôt, là, c'est beau, des beaux discours, mais si c'est juste une déclaration d'urgence climatique comme ça, sans plan crédible, sans mesures supplémentaires, ça va rester du ressort ou du niveau de la déclaration symbolique. Ne vous faites pas prendre, mais on voit une surenchère au niveau du fédéral. Aujourd'hui, je ne l'ai pas regardé, mais le Parti vert sortait sa plateforme climatique. Donc, vous avez les partis qui veulent se positionner comme les meilleurs en environnement. Par la suite, évidemment, il faut être en mesure d'évaluer leurs propositions. On le fait comme organisation environnementale avec d'autres organisations parce qu'entre autres, évidemment, la première chose qu'on voit de la part des conservateurs, c'est
on ne va pas adopter une déclaration d'urgence climatique. Donc, il y a déjà des différences flagrantes dans la position des différents partis et on va continuer de le faire. Et les prochaines élections sont super importantes pour ça. Souvenez-vous à quel point on a été pris avec le gouvernement Harper, à quel point le gouvernement actuel n'a pas livré la marchandise. Donc, il faut être en mesure d'exiger que les politiciens soient beaucoup plus sérieux parce qu'on n'est plus à l'heure où on peut se permettre de reculer. Vous les avez vu, tous les différents impacts au niveau des changements climatiques. Petite pétition, Non GNL Québec, avec des groupes du Saguenay également. Allez voir ça parce que c'est pas vrai que c'est le genre de projet au Québec dont on a besoin et qu'on peut se permettre de construire des gazoducs pour exporter le gaz de schiste. Si jamais vous vous demandez quoi faire, allez voir sur notre site, section Agir, impliquez-vous, panoplie de moyens, ou à tout le moins, vous pouvez être informé de ce qu'on fait à plusieurs égards. Et je vous dirais, si vous ne l'avez pas vu encore, allez consulter le Green New Deal, le New Deal vert. C'est partout à travers le Canada. Ça a pris plusieurs mois pour arriver justement à une proposition consensuelle par différents groupes. L'idée, c'est de partir un mouvement. Ce n'est pas un mouvement final. C'est de construire avec les gens dans des assemblées publiques dans les 2 prochaines, 3 prochaines, voire le prochain mois, avoir des assemblées publiques partout au Canada. Il y en a déjà 200. Et de voir, OK, une fois qu'on a dit les 2 principes, de respecter la science et de faire une transition juste et de respecter les droits des Premières Nations, entre autres, comment on fait ça concrètement? Comment les communautés veulent le faire? Et on espère pouvoir aussi travailler avec vous, évidemment, les syndicats, pour arriver à ça. Je suis rendu là? Voilà. Alors, on a quelques minutes pour 2 ou 3 questions. Je pense que... Micro numéro 3, c'est à vous la parole. Luc Bisson, syndicat d'École bleue regroupée de Montréal, section locale 301. Vous avez parlé de la production de batteries. Est-ce qu'il existe, est-ce que c'est moins polluant au niveau de la fabrication de tels véhicules? Et la question aussi au niveau environnemental, quelle qualité? Est-ce qu'il y a des données finalement pour calculer la récupération de toutes ces batteries? Merci. Bonne question. Il y a de plus en plus de données là-dessus. Évidemment, oui, c'est polluant. La production, par exemple, de lithium, il y a des impacts. Il y a différentes technologies qui s'en viennent, qui sont meilleures que d'autres, mais je ne vous dirais pas que c'est parfait, loin de là. Ce qu'on voit de plus en plus, par contre, c'est que la durée de vie des batteries, les premiers véhicules hybrides, ça fait 20 ans qu'ils sont sur les routes ou qui ont été mis sur les routes, la durée de vie des batteries est beaucoup plus longue qu'on pensait. Souvent, les batteries vont être réutilisées. Si elles ne sont plus, par exemple, si elles perdent 20 % de leur capacité, elles peuvent quand même être utilisées pour stocker de l'énergie. Par exemple, dans les stades olympiques aux États-Unis, ils font ça pour système de génération d'énergie alternatif. Donc, de plus en plus, on voit une deuxième vie pour ces batteries-là. Également, au niveau du recyclage, donc de la réutilisation des métaux en tant que tels, on voit des technologies au Québec, entre autres. Il y a un consortium qui travaille à faire du recyclage, où semble-t-il, il pourrait arriver à faire du recyclage de 100 % de ces batteries-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des enjeux de ne pas retrouver ces métaux-là dans l'environnement, de s'assurer qu'il y ait un recyclage et surtout un peu dans le principe d'économie circulaire, donc de réduire les impacts et réduire l'exploitation minière au départ. Mais vous avez raison de dire qu'il y a encore des enjeux. C'est pas parfait, mais de plus en plus, il y a du travail. Il faut pousser pour en avoir. Si les véhicules électriques doivent faire partie de la solution, il faut également travailler sur leurs problèmes, pas se mettre la tête dans le sable là-dessus. Et le Québec pourrait aider aussi au niveau de développement, au niveau international là-dessus. Micro numéro 2. Benoît Odette, section locale 429. Qu'en est-il des avancées sur le carburant hydrogène? Le carburant hydrogène, il y a plusieurs utilisations de l'hydrogène. Premièrement, il faut regarder comment est produite l'hydrogène. Au niveau international, la plupart de l'hydrogène est produite à partir du gaz naturel. Ce qui n'est pas intéressant parce que vous utilisez un combustible fossile pour produire de l'hydrogène. Un autre mode de production de l'hydrogène, c'est à partir de l'électrolyse de l'eau. Donc, vous pouvez produire de l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant parce que vous n'avez pas d'utilisation d'hydrocarbures, moins d'émissions, voire presque pas d'émissions pour la production de l'hydrogène.
Par la suite, il faut voir l'utilisation de l'hydrogène. L'hydrogène au Québec, utiliser l'hydrogène dans les véhicules légers ne fait pas de sens. Ça compétitionne l'électrification des transports, c'est beaucoup plus cher. Vous n'avez pas la capacité de produire votre hydrogène à la maison, donc ce sera un système de distribution. Et tous les grands manufacturiers au niveau international, il n'y a personne ou presque qui s'en va au niveau des véhicules légers dans l'hydrogène. Il y a d'autres applications comme le stockage d'énergie, utiliser de l'hydrogène comme batterie, qui peut être intéressant. Vous avez des utilisations aussi dans des traversiers, par exemple. Donc, il y a certains domaines dans lesquels ça vaut la peine d'évaluer justement les capacités d'hydrogène, mais ça prend beaucoup d'énergie pour produire de l'hydrogène, et beaucoup plus, entre autres, que l'équivalent dont vous avez besoin pour un véhicule électrique au niveau des véhicules légers. Micro numéro 3. Bonjour, Samuel Sicard du 4628. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre présentation. Si les gens dans la salle ne comprenaient pas l'urgence d'agir, ça a été une très belle présentation. Merci. Et j'inviterais justement la salle à vraiment bien comprendre les enjeux que vous avez nommés, parce que justement, il va y avoir des résolutions tantôt, puis que la salle, j'espère, va appuyer ces résolutions-là pour l'environnement, parce que justement, c'est le moment critique. Et oui, c'est pas parfait. C'est peut-être pas parfait les solutions qui sont actuellement sur la table. Monsieur parlait des batteries. Oui, on le sait que certains mentionnent les batteries, mais c'est quand même, excusez-moi l'expression, mais crissement mieux que le pétrole. Parce qu'à quelque part, là, il faut arrêter ça, puis il faut se donner le courage. On parle de prendre notre place, là. Ben là, on est des Québécois et Québécoises ici. L'hydroélectricité, Hydro-Québec, ça s'est créé avec la Révolution tranquille. C'est aujourd'hui qu'on prend notre place, puis qu'on dit qu'au Québec, c'est Hydro-Québec mur à mur avec des énergies renouvelables. Merci. Merci. Alors, Oui. Oui. Ah, t'as-tu une réponse? Ah, je suis d'accord. Micro numéro 2. Roch Bélanger, syndicat des employés de soutien, Université de Sherbrooke, 74-98. Moi, ma question, puis ça va un petit peu dans le sens on a le réseau électrique, c'est l'hydroélectricité, ou est-ce que c'est ce qui est à peu près de moins polluant, c'est une énergie renouvelable, tout ça. Qu'est-ce que des pays scandinaves font de plus que nous autres pour obtenir des résultats comme 60% des véhicules qui sont électriques, quand en fait, l'environnement idéal pour avoir des voitures électriques, ça serait le Québec, là. Puis c'est quoi qu'il y a de... Ça a été quoi les incitatifs? C'est quoi qu'ils ont fait de différent de nous? Avant de vous répondre, je vais juste préciser sur la question de l'hydroélectricité. On a des barrages actuellement au Québec, on en a beaucoup. Notre position, la position de plusieurs organisations, c'est qu'on en a assez et qu'il faut prioriser l'efficacité énergétique, l'économie d'énergie, voir le développement potentiel éolien public en collaboration avec les communautés, potentiellement le solaire aussi, mais clairement pas rajouter de nouveaux barrages comme envisage de le faire le gouvernement. Au niveau de la Norvège, bien, et ça se passe ailleurs aussi, en Inde, comme objectif, parle de 2030 de bannir le moteur à combustion. Vous avez également Scotland qui parle de la même chose. Donc, ce qu'ils ont fait, eux, essentiellement, c'est qu'il y a vraiment un surcoût au niveau de l'achat du véhicule à moteur. Donc, ils paient beaucoup plus de taxes, ce qui fait en sorte que le véhicule électrique est beaucoup plus intéressant. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a en termes de subventions ici au Québec. Okay. Mais eux, ça fait longtemps que c'est en place. Ils ont aussi plusieurs avantages au niveau de l'utilisation, par exemple, de stationnement gratuit, au niveau des voies réservées. Il y a des enjeux sociaux aussi, de justice sociale dans l'électrification des transports. Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre parce que si on met beaucoup d'argent là-dedans, c'est de l'argent qui ne va pas nécessairement dans les transports collectifs. Et c'est pas tout le monde, les moins bien nantis n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules électriques neufs, on s'entend là-dessus. Mais clairement, c'est essentiellement deux signaux. Donc, signal de prix qui est envoyé, mettre un vrai prix sur la pollution. Actuellement, au Canada, là, je parlais des subventions, mais le Fonds monétaire international calcule que les subventions indirectes aux combustibles fossiles au pays, ce que ça coûte aux Canadiens, c'est 54 milliards par année. Quand on va regarder les changements climatiques, les impacts sur la santé, les impacts sur la qualité de l'air, les impacts également aussi au niveau de la congestion, donc c'est 54 milliards par année. Fait que l'idée de mettre un prix plus élevé sur la combustion, sur l'utilisation des hydrocarbures, ça l'internalise le coût.
OK. Est-ce qu'ils le font aussi avec un incitatif à acheter des... Est-ce que c'est strictement des incitatifs à ne pas acheter le véhicule au gaz? Vous avez au niveau des taxes lors de l'utilisation des véhicules. Les autres incitatifs sont beaucoup au niveau de l'accès, par exemple, à des territoires centre-ville que vous pouvez avoir accès avec un véhicule électrique. Je vous parlais des stationnements également, des voies réservées. Donc, c'est le genre d'incitatif que vous avez au niveau du système d'infrastructure et de recharge. De plus en plus au Québec, il est développé, beaucoup plus intéressant que ce qu'il y avait il y a quelques années. Et ça, c'est essentiel en termes d'incitatifs pour amener les gens à utiliser ça. Merci. 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 Je vais prendre, il y a quelqu'un au micro 3, au micro 1, puis il va y avoir une question à partir de la tribune ici. Ce sera les 3 dernières. Micro numéro 3. Pierre-Paul Saint-Onge, section locale 1294, syndicat des employés de l'UQAM. Merci beaucoup pour votre présentation. À mon avis, on a 2 grands défis dans ce siècle le mouvement syndical a un rôle particulièrement important à jouer dans ces défis-là, qui est d'une part la réduction des inégalités et d'autre part la lutte au changement climatique. Et ces 2 luttes-là doivent être menées de front parce qu'on appelle la transition juste, la FTQ l'amène beaucoup de l'avant. Puis ça, je pense qu'on a un rôle particulièrement important à jouer ensemble, collectivement, et le mouvement syndical a un rôle central là-dedans. Individuellement, chacun de notre côté, on peut faire notre part vous l'avez dit, consommer un peu moins de viande, faire attention à notre transport. Il y a plein de choses qu'on peut faire à petite échelle qui est bien, mais ce qu'on a besoin de faire, c'est à beaucoup plus grande échelle. C'est tout au niveau des infrastructures, vous mentionnez infrastructures de transport. Donc, il y a tout un système, un fonctionnement, un mode de société qui est à revoir, et ça coûte particulièrement cher. Et je pense que d'un point de vue syndical, ce qu'il faut penser à faire pour faire ces changements-là, c'est d'aider la population à faire cette transition énergétique-là, cette transition économique-là, et c'est tout le défi qu'on a à faire. Du côté de Greenpeace, comment vous voyez cette façon-là d'aider la population, parce que ça va demander des investissements massifs pour ce faire? Presque toutes les études parlent, vous l'avez bien dit, ce sont des investissements, beaucoup plus que des dépenses. Donc, c'est de l'argent qu'on investit comme société et qui nous rapporte en termes de qualité de vie, en termes d'économie aussi. Quand vous regardez, quand vous avez des transports collectifs efficaces, bien, vous passez moins de temps, vous êtes moins stressé, vous avez moins d'accidents, vous avez moins de problèmes au niveau de la qualité de l'air. Donc, la qualité de vie également est améliorée par la structuration du tissu social. Donc, ce qu'il faut voir essentiellement, c'est que si cet argent-là, on ne l'investit pas tout de suite, on sait que les mesures qu'on ne met pas en place tout de suite vont coûter beaucoup plus cher plus tard à mettre en place, qu'on va prendre du retard au niveau international dans notre positionnement dans des secteurs économiques clés de développement, qui c'est déjà en cours au niveau international partout. Donc, si on accumule du retard en plus là-dessus et que ça nous coûte plus cher, et en plus, on sait que ça va coûter plus cher en raison des impacts des changements climatiques, on sait aussi que ça va coûter plus cher d'un point de vue social. Quand on parle de 66 morts l'année passée, au Québec, c'est une réalité. Quand on voit actuellement les inondations, puis encore plein de gens qui sont sinistrés, l'éco-anxiété, tout ce que ça l'amène d'un point de vue charge en termes de santé mentale au Québec, entre autres, il y a plusieurs personnes qui sont déjà affectées par ça. Donc, il faut aussi voir l'ensemble des coûts. Quand je parlais tantôt de le FMI, là, c'est le Fonds monétaire international qui calcule qu'au Canada, c'est 54 milliards par année le coût lié à l'utilisation des hydrocarbures. Quand on nous dit qu'on s'enrichit avec le développement pétrolier au Canada, bien, au contraire, on est enchaîné dans un système où on consomme énormément d'hydrocarbures, qui a un impact, et ça, c'est tout le monde qui paie. Le 54 milliards, c'est l'ensemble de la société qui paie, l'ensemble des contribuables, pas juste les utilisateurs. Donc, la plupart des mesures, normalement, permettent de diminuer l'achat d'hydrocarbures. Et quand on regarde au Québec, c'est presque 10 milliards l'achat d'hydrocarbures. L'importation de pétrole, c'est de l'argent qui sort du Québec, qui s'en va à l'étranger. Même chose pour les véhicules qu'on achète, les SUV, le nombre de véhicules neufs qui sont achetés, il y a énormément d'argent qui est là, qui existe, et qu'on peut justement faire des virages et faire en sorte que même les gens, d'un point de vue économique personnel, gagnent à ce que ce type de mesures-là soit mis en place. Et encore une fois, on l'a mentionné tantôt, au Québec, on a l'électrification on a Hydro-Québec, on a des autobus, des trains qu'on est capable, qu'on fonctionne, des métros. Donc, c'est en investissant dans les transports collectifs qu'on a le plus gros retour sur notre investissement, clairement plus qu'en mettant notre argent et en la brûlant en achetant du pétrole, entre autres. Alors, les 2 dernières questions. Micro numéro 1, puis je reviens pour une dernière. Bonjour, Sarah-Elisabeth Sergerie, 2466. En fait, moi, je reste au Saguenay. Au Saguenay,
les gens ont 2 voitures pour une personne. Moi, je suis atteinte de paralysie cérébrale. À Chicoutimi, il y a énormément de côtes, puis je ne suis pas capable de me déplacer en autobus. Donc, j'ai une voiture. J'aimerais ça pas en avoir. Sauf que on nous répond que les subventions pour avoir des autobus, c'est gouvernemental. Donc, on a des gros autobus quand on aurait besoin de petits autobus pour avoir un service qui a de l'allure. Donc, j'aimerais ça des trucs ou des idées pour qu'on ait des services en commun qui aient du bon sens, puis que je puisse me déplacer au travail facilement, plus facilement. Merci. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Là. Il y a vraiment une révolution à faire dans les transports collectifs. Ça passe beaucoup par les municipalités aussi, les MRC, mais ça prend l'appui des gouvernements supérieurs. Quand on regarde le dernier budget, qui était le premier, en fait, budget de la CAQ, il y a eu de l'argent qui a été mis sur la table pour le 3e lien. Il y a eu de l'argent qui a été mis pour l'augmentation du réseau routier. Et au Québec, quand on regarde le plan d'investissement québécois dans les infrastructures, c'est presque 3/4 pour le développement, en fait, pour le transport routier, 1/4 pour le transport collectif. En Ontario, c'est exactement le contraire. Donc, c'est 3/4 investissement en transport collectif, 1/4 développement routier. Fait que c'est sûr que si les gouvernements supérieurs, autant le provincial que le fédéral, ne contribuent pas, vous connaissez la situation financière au niveau des villes, mais malheureusement, là, c'est beaucoup plus serré. Donc, il faut, oui, de la vision de la part des villes, mais il faut aussi appuyer les villes. Il y a plusieurs organisations qui travaillent là-dedans. Et encore une fois, je pense que si on n'a pas de mobilisation qui doit se faire, selon moi, d'un point de vue régional, et vous pouvez le faire à travers, de plus en plus, on voit des chantiers régionaux qui se créent de transition énergétique, des syndicats qui organisent de plus en plus des tournées, même des citoyens qui organisent des tournées. Je vous parlais des tournées du New Green Deal ou Green New Deal vert, qui est Green New Deal et le New Deal vert, qui permettent d'avoir ça. Mais je pense qu'il faut se faire travailler de concert justement avec les différentes organisations sur le terrain. Je suis certain que les gens qui se battent contre le projet de GNL au Saguenay sont sensibles à votre cause et on doit faire des liens entre les différents mouvements sociaux, clairement. Dernière question, d'ici à l'avant, Marc. Oui, je vais faire ça très vite parce que je sais que le temps file. Mais les îles flottantes de plastique, là, tout le monde en parle depuis longtemps. Personne ne fait rien. À qui la responsabilité? Puis est-ce qu'il y a la technologie pour ça? Deuxième question, j'étais avec les débardeurs de Montréal à un colloque sur le transport le 6 mai dernier. Il y a le PDG du groupe Robert, c'est le plus gros joueur au niveau du transport lourd dans l'Est du Canada. Lui qui disait, moi, je veux bien transformer mes camions. Sauf que quand j'arrive à la frontière, 40 % de ma business est avec les Américains, puis je traverse la frontière, puis il n'y a pas de borne. Si tu avais été à ce colloque-là, tu y aurais répondu quoi? C'est une très bonne question. On va commencer par le plastique. Le plastique, la responsabilité, selon nous, c'est la responsabilité des producteurs. Actuellement, oui, le consommateur a une responsabilité. Je pense qu'on doit faire des efforts comme consommateur, mais si on ne force pas les producteurs à ne pas mettre sur le marché du plastique à usage unique, comme ils le font, et à payer le prix lié au fait que ça se retrouve dans l'environnement ou qu'il y a un coût collectif pour le recyclage, c'est 9 % du plastique à peu près qui est recyclé, on s'entend. Le reste, c'est dans l'environnement, on se retrouve au dépotoir. Donc, selon nous, ça prend des gouvernements comme l'Union européenne. L'Union européenne, c'est pas Repentigny, là. Et c'est 2021, interdiction de plusieurs produits à usage unique de plastique, pas juste les bouteilles d'eau. Là. Et on le voit, Montréal veut se diriger vers ça aussi. Donc, ça prend des gouvernements qui forcent les entreprises et qui mettent des lois selon nous. Et aussi, évidemment, ça prend des gestes individuels puis de l'éducation, mais ça, c'est en général dans tout, je vous dirais. Là, pour faire ce virage de société-là, ça nous prend un changement profond des mentalités qui se fasse autant rapidement qu'il soit en profondeur. Pour M. Robert, je lui aurais répondu dans un premier temps, parce que Robert sont beaucoup à faire la conversion de leur flotte actuellement au gaz naturel. Quand on regarde le gaz naturel comparativement au diesel, si on ne regarde pas comment est produit ce gaz-là, avec quel impact, c'est sûr que le gaz naturel a l'air avantageux. Le gouvernement dit diminution de 23 % des GES. Mais ça, c'est à la combustion. Quand vous regardez, on l'a vu au Québec, là, les gaz de schiste, on s'est battu contre les gaz de schiste. C'est la fracturation hydraulique. Ce sont des émissions fugitives massives de méthane. C'est un gaz à effet de serre 86 fois plus puissant que le CO2 sur 20 ans.
Donc, dans une urgence climatique, quand on regarde l'ensemble du cycle de vie, les émissions liées à la production, le transport, il y a à peine des gains, voire il n'y en a pas entre le diesel et le gaz de schiste. Et actuellement, 80 % de la production au Canada, c'est du gaz de schiste, c'est du gaz qui demande de la fracturation ou de source étanche, qui est essentiellement la même chose. C'est à peu près la même chose aux États-Unis. Fait qu'on n'est plus dans le gaz classique. Fait que ce discours-là de gaz naturel est intéressant, c'est pas vrai. Après ça, en effet, il y a des enjeux et je pense que les gouvernements devraient aider et contribuer, les entreprises aussi, à développer ce réseau-là. Évidemment, avec Trump, c'est pas idéal. J'en conviens qu'à la frontière, ça se peut, mais il y a beaucoup d'États qui sont proactifs. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a pas, évidemment, sur la côte ouest, mais même sur la côte est, le Vermont, etc., vous avez quand même des États qui sont plus verts. Donc, il y a moyen de travailler avec ces États-là, selon moi, et aussi que les flottes privées paient aussi pour ce développement-là. Je pense que ça ne se fait pas juste d'un point de vue public, là. Vous avez parlé de la grosseur de Robert. Je pense qu'ils ont quand même de l'argent, eux aussi. Merci. Merci beaucoup, Tonton. Merci, c'est le fun.